Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique du Nouvel Esprit Public, émission thématique qui va porter sur la Première Guerre mondiale et pour laquelle nous recevons Annette Becker. Annette Becker, bonjour. Bonjour. Nous, c'est-à-dire une formation réduite, mais que j'espère trouver grâce à vos yeux, par sa qualité, sinon par sa quantité, c'est-à-dire François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et moi-même. Annette Becker, vous êtes historienne, spécialisée dans l'étude du premier conflit mondial, professeure à l'université Paris-Nanterre, membre de l'Institut universitaire de France depuis 2009. Vous avez notamment publié avec Stéphane Audouin-Rousseau « Retrouver la guerre », paru en 2000. Vous avez travaillé à des biographies de figures intellectuelles ou artistiques dans la guerre, comme Maurice Halbwachs, Marc Bloch ou Guillaume Apollinaire. Et avec vous, nous allons donc nous intéresser à la Première Guerre mondiale. Le 23 juillet 1914, l'Empire austro-hongrois adresse un ultimatum à la Serbie, alliée de la France, à la suite de l'assassinat le 28 juin de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Le jeu des alliances précipite le déclenchement du conflit européen. L'Autriche entre en guerre le 28 juillet. La Russie décrète la mobilisation générale le 30. L'Allemagne et la France le 1er août, au lendemain de l'assassinat à Paris de Jean Jaurès. Cette marche à la guerre rapide et irrésistible a conduit l'historien australien Christopher Clark à parler des puissances européennes comme de somnambules. Il ne faut cependant pas occulter les causes profondes qui ont mené à la guerre. Parmi elles, la rivalité franco-allemande est un facteur de poids. La Troisième République, née de la défaite de 1870, entretient un vif esprit de revanche qui vise à reconquérir les provinces perdues. Mais l'Allemagne n'est pas, vous nous le direz sans doute, sans responsabilité. Il s'en faut dans le déclenchement de ce conflit. Les puissances européennes poussent leur rivalité sur le terrain colonial, dans un contexte de fort nationalisme et d'affirmation des États-nations. Le Royaume-Uni et la France s'opposent pour la maîtrise de territoires africains lors de la crise de Fashoda en 1898. La France et l'Allemagne s'affrontent par la voie diplomatique lors des crises marocaines de 1905 et 1911. Enfin, la région des Balkans est le théâtre de nombreuses tensions et après les guerres balkaniques de 1912 et 1913, l'Empire ottoman apparaît sur le recul, tandis que l'Autriche, la Serbie et la Russie cherchent à faire valoir leurs intérêts. C'est finalement l'activisme des nationalistes serbes de Bosnie, hostiles à l'administration autrichienne de la région, qui précipite le déclenchement du conflit. Entamée en août 14, la guerre qui devait être courte dure plus de 4 ans. Elle se singularise par son nombre inédit de victimes, près de 5,5 millions de morts, et par l'emploi de nouvelles techniques de destruction. Guerre totale où des sociétés entières se mobilisent pour la victoire, elle est également une guerre mondiale. Et dès avant l'engagement des États-Unis, au printemps 1917, la multiplication des fronts donne au conflit une envergure extra-européenne. On se bat certes en France, de la Marne à l'Isère ou en Italie, mais on se bat également à l'Est, sur les lacs de Mazurie, ainsi qu'aux confins de la péninsule balkanique, aux Dardanelles et à Salonique, et jusqu'à Bagdad, ou dans les profondeurs de l'Atlantique, où la guerre sous-marine fait rage. La victoire finale de l'entente et la signature du traité de Versailles en juin 1919 ont donné lieu au plus vif débat. Une partie de l'opinion publique allemande avance la thèse du coup de poignard dans le dos, alors que le territoire allemand est demeuré inviolé et que l'agitation révolutionnaire provoque de sérieux troubles dans le pays. Le traité de Versailles est dénoncé comme un diktat. Il est qualifié plus tard comme une paix carthaginoise. Il est perçu comme la source de l'esprit de revanche allemand sur lequel le nazisme a par la suite prospéré. Georges Clemenceau, qui conduit le gouvernement de la France à la victoire, est accusé par ses détracteurs d'avoir perdu la paix. Les États-Unis du président Wilson, très impliqués dans les négociations de paix et la création de la Société des Nations, se retirent finalement du jeu européen après que le Congrès refuse de ratifier le traité. Aujourd'hui, un siècle après la Première Guerre mondiale, les historiens et les responsables politiques sont largement occupés par les commémorations du centenaire.
Autour de nombreuses expositions, de cérémonies commémoratives ou de publications, la mission du centenaire s'attache en France à transmettre la mémoire d'un conflit dont le dernier combattant, Lazare Ponticelli, est décédé en 2008, célébré par celui qui fut très longtemps notre ami, enfin il le reste d'ailleurs, mais qui fut très longtemps collaborateur de l'Esprit public, Max Gallo. L'année 2018 qui s'ouvre marquera le centenaire de l'armistice de Rotonde, et Annette Becker, à 1 an du terme de ces collaborations, quel regard portez-vous sur cette mission du centenaire et plus largement sur les initiatives qui ont pu être prises pour le souvenir de la guerre de 14 ? Est-ce qu'elles vous paraissent de nature à transmettre durablement le souvenir et la culture de la Première Guerre mondiale ? Quel rôle et quel regard portez-vous sur le rôle que le cinéma a pu jouer, notamment sur la connaissance et la mémoire de cette guerre? Et là, je parle évidemment pas uniquement des films récents, mais des films qui, au cours même du demi-siècle écoulé, peut-être même avant, si on remonte à l'Ouest, rien de nouveau, ou au Feu, ont transmis, et comment d'ailleurs ce cinéma a-t-il évolué. Annette Becker. D'abord, je dois dire que je suis à la fois juge et partie, là, puisque je fais partie de la mission du centenaire. Mais je n'en suis qu'un membre parmi d'autres, et donc je ne fais pas partie de la gouvernance de la mission. Je fais partie des historiens à qui on demande leur avis, mais j'ai aussi participé à un grand nombre de commémorations, d'expositions, d'émissions depuis 2013 ou même 2012. On a commencé très tôt, et on a commencé très tôt pour une raison que vous avez soulignée à l'instant, c'est que il ne faut pas mésestimer surtout le poids des guerres balkaniques et le poids des Balkans dans les origines immédiates et finalement dans les origines de la guerre. Parce que après toutes ces discussions, après 100 ans de réflexion sur la question, et on revient au fait que sans étincelle, il n'y aurait pas eu de feu. Et que, en effet, cette étincelle a commencé dans les Balkans, et que l'attentat, qui en soi n'a pas une importance extraordinaire, mais a fait basculer le monde. Et je suis pas d'accord avec tous les aspects du livre de Clark, mais je trouve son titre formidable. On a en effet l'impression que chacun suit un chemin, et l'idée du somnambule est absolument parfaite. On est là sans être là, et on part dans cette catastrophe. Et justement, je voudrais m'arrêter sur le mot catastrophe. Sur le mot catastrophe, parce que je crois que au bout de 100 ans, c'est celui qui correspond au mieux à ce qui s'est passé. Et la catastrophe vient aussi d'une autre chose que vous avez dite, c'est que la guerre est mondiale dès la première minute. On a tous eu des cours d'histoire où tout d'un coup la guerre devenait mondiale en 1917, et on avait d'un côté les États-Unis qui arrivaient et la Russie devenue bolchevique qui partait, et donc cette guerre était tout d'un coup mondiale de cette façon-là. C'était complètement faux et ridicule. La guerre est mondiale parce que c'est une guerre des empires dès la première minute. Quand la France rentre en guerre, quand la Grande-Bretagne rentre en guerre, c'est le monde entier qui rentre en guerre. Et d'ailleurs, mon ami Jay Winter avait un très bon mot qu'il a dit souvent et que je reprends à mon compte, mais je tiens à le citer. Il dit l'Allemagne est rentrée en guerre parce qu'elle n'avait pas de colonie, et elle a perdu la guerre parce qu'elle n'avait pas de colonie. Et je trouve que c'est tellement juste. Je crois qu'on ne peut pas comprendre cette guerre aujourd'hui sans la voir de cette façon-là, sans comprendre comment les Australiens, à la première minute, sont entrés en guerre. Comment comprendre combien la force noire dans l'armée française a un rôle réel et militaire, mais a surtout un rôle symbolique extraordinaire, y compris comme répulsif pour les Allemands. Bon, comprendre comment la haine anti-française des Allemands se mêle d'un racisme vrai pour les Anglais aussi,
comment ces barbares osent utiliser des troupes encore plus barbares qu'eux. Et tout cela pour comprendre finalement comment le monde entier a continué pendant 4 ans, parce que c'est quand même ça la question. Les guerres précédentes, y compris les guerres balkaniques, malgré leur violence et leur dureté, ont été extrêmement rapides. Et là, c'est parce que le monde entier est dans l'affaire, pour diverses raisons, qu'on n'arrive pas à en sortir. François Bujon de l'Étang. Alors, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire déjà sur vos premiers propos, mais je prends au vol ce que vous venez de dire. On n'arrive pas à en sortir. Et effectivement, on oublie presque dans les commémorations actuelles qu'on n'en est pas vraiment sorti en 1918 et que la Première Guerre mondiale s'est poursuivie dans un grand nombre de pays européens jusque parfois en 1922 ou en 1923. 23. Je pense à la guerre gréco-turque, au désastre de Smyrne, par exemple. Je pense à ce qui s'est passé en Bulgarie. Je pense à la guerre russo-polonaise d'indépendance. Enfin, je peux multiplier les exemples. Pourquoi, à votre avis, a-t-on tendance à occulter tout cela? C'est-à-dire la poursuite de la guerre, les prolongations qu'ont joué un certain nombre de puissances. Il y avait la désagrégation des empires, bien entendu, qui a joué son rôle. La guerre russo-polonaise ou la guerre d'indépendance finlandaise ne sont arrivées que parce que l'empire russe s'est effondré. Et ce n'est qu'après le traité de Saint-Germain qu'on a vu effectivement un certain nombre de prolongements dans les pays de l'ancienne Autriche-Hongrie. Mais c'est très intéressant qu'au fond, on continue de commémorer la Première Guerre mondiale comme si elle s'était arrêtée le 11 novembre 1918. Et qu'à part Bertrand Tavernier avec le capitaine Conan, par exemple, on parle très peu de tout cela. Un mot pour ceux de nos auditeurs rares, mais d'ailleurs qui ne resteront pas longtemps dans l'ignorance, mais qui n'auraient pas vu le film de Bertrand Tavernier, adapté d'un prix Goncourt de l'entre-deux-guerres, qui était Roger Vercel. Le film s'appelle donc Capitaine Conan. Et c'est le moment, c'est ce qu'on appelle le théâtre des opérations extérieures. D'ailleurs, Claude Rich, le regretté Claude Rich, qui joue le rôle d'un général totalement idiot dans ce film, a ce mot, ce dialogue formidablement trouvé par Jean Cosmos, le dialoguiste, où il dit à un des officiers, le lieutenant Vercel en l'occurrence, « Mon vieux, il y a la guerre, il y a la paix, puis il y a les opérations extérieures. Nous, c'est les opérations extérieures. Voilà. Les opérations extérieures, c'est toujours le cas aujourd'hui. L'armée d'Orient, le maréchal Franchet-Desperrets, tout ça, c'est une partie de l'histoire aussi. Oui, je crois que vous avez raison. Ce n'est pas le cas chez les historiens. On est en train de préparer une grande exposition aux Invalides, au musée de l'armée, sur 1917-1923, qui ouvrira dans quelques mois. Et bien sûr, pour nous, c'est absolument fondamental. Vient de sortir un très très beau livre d'un collègue et ami d'origine allemande, mais qui travaille en Irlande, Robert Garwas, qui s'appelle Les Vaincus, qui a un livre remarquable sur les prolongements de la guerre, ce qu'on appelle depuis maintenant une quinzaine d'années, je dirais, les sorties de guerre. Et pour nous, historiens, les sorties de guerre sont devenues plus importantes finalement que les entrées en guerre, quelque part. Cette prolongation qu'on a vu se rejouer avec les guerres de la désagrégation de la Yougoslavie. Et c'est justement le moment où la nouvelle génération des historiens de la Grande Guerre sont devenus des adultes, si je peux le dire ainsi. Et donc, pour nous, je dirais que le centenaire a commencé autour de 1994. Et on est toujours maintenant dans cette prolongation. Mais je crois que ce qui est aussi très important pour nous, il y a la guerre mondiale, et on en a déjà parlé, mais il y a aussi la guerre totale. Bien sûr, elle n'est pas totale au sens de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans beaucoup de régions du monde, en particulier les régions qui sont directement touchées par la guerre, en particulier dans les régions occupées, et dans les régions du monde qui sont justement en train de se désagréger, je pense, et à la Russie et à l'Empire ottoman, on a là des formes de guerre interne en même temps, qui sont d'une violence et qui, bien sûr, inventent le génocide
avec l'extermination des Arméniens. Et cela, aujourd'hui, et c'est ça, je crois, les grandes nouveautés des historiens de la Grande Guerre, c'est que tout cela fait partie de la guerre. Auparavant, il y avait d'une part les événements militaires, et puis il y avait d'autre part un certain nombre d'événements terribles, mais qui étaient tenus à part de la guerre, sur le côté. Et maintenant, on les a mis au cœur de la guerre. Et c'est en cela, je crois, qu'on peut comprendre comment réellement les hommes et les femmes étaient en guerre. Sinon, on a des opérations militaires avec des combattants, mais on ne comprend pas comment les sociétés tout entières sont mobilisées. Et les conséquences que ça aura par la suite. Et les conséquences, c'est général. Juste, vous parlez tout à l'heure de la manière dont la guerre a été racontée. Moi, j'ai été élevé à un moment, enfin instruit à un moment où l'Allemagne était la responsable de la guerre. C'était une affaire claire. Elle était responsable de la guerre, en effet, à cause de cette histoire de colonie qu'elle n'avait pas et qu'elle voulait. Elle était responsable de la guerre parce qu'il y avait une sorte de mouvement depuis 70 qui l'a poussée à être ce que l'aigle étende de plus en plus ses ailes sur terre. Et elle était responsable de la guerre parce qu'elle nous haïssait. Elle haïssait le français. Qu'est-ce que... alors, ensuite, les responsabilités ont été racontées d'une manière un peu plus partagée. Quelle est, au fond, la thèse dominante aujourd'hui sur la responsabilité et quelle est celle qui n'est pas forcément la thèse dominante à laquelle vous vous ralliez ? Moi, personnellement, ce qui m'intéresse justement, c'est ce qui haït et ce qui ne haït pas. Et pour répondre à votre question, il y a une chose qui est sûre, c'est que ceux qui haïssaient le plus, c'était les Français et les Anglais qui haïssaient les Allemands. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça se voit tout simplement dans le vocabulaire. Il n'y a plus le mot allemand. Tout de suite, ce sont des Boches. Chez les Anglais, c'est la même chose. Ce sont des Hein, la plupart du temps. En allemand, il n'y a pas de mots péjoratifs, de mots haineux pour définir l'ennemi. C'est l'anglais ou c'est le français. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Alors, ça, c'est pour la symbolique, presque. Pour la réalité, il est clair que l'Allemagne a profité de l'attentat. Peut-être par faiblesse. Il ne voulait pas réellement la guerre, et certainement pas Guillaume II. Mais les généraux, l'armée, considéraient que ça serait un moment, enfin, d'essayer quelque chose. Mais cet essai devait être court, bien évidemment. Et la guerre courte vécue par les Français était vraiment l'idée. Finalement, les responsables de la guerre, si on peut les dire comme ça, ce sont les Anglais. Si les Britanniques n'étaient pas rentrés dans la guerre, il n'y aurait pas eu cette guerre mondiale. Et donc, personnellement, vous allez me dire que c'est très loin de l'entente cordiale. Je dis personnellement, mais notre équipe, si vous voulez, d'historiens, on est très penchés à dire cela. C'est que cela commence dans les Balkans et que l'Autriche-Hongrie n'est pas capable de gérer la crise. Et donc les Allemands vont en profiter. Les Allemands vont en profiter, mais ils prennent leur temps. Enfin, l'ultimatum prend un temps fou. Enfin, on peut pas dire qu'il y ait vraiment quelque chose qui pousse à la guerre. Et finalement, chacun va en accrocher un petit morceau. Soi-disant le jeu des alliances. Bien sûr qu'il y a des alliances. Mais les alliances, quand on veut les quitter, on les quitte. Regardez l'Italie. Finalement, ils font plus partie de leur alliance. Donc c'est possible. Et puis chacun, finalement, est bien content d'en découdre. François Bujon de l'Étang, le regard d'un diplomate. Mais un diplomate qui regrette de ne pas avoir poursuivi ses études d'histoire, parce que le sujet me passionne toujours. Mais je pense que ce débat sur les responsabilités de la Première Guerre mondiale ne s'éteindra jamais, finalement. Il continuera d'exciter les historiens pendant très très longtemps. Christopher Clark, au fond, dans son livre, a une espèce de conclusion générale qui consiste à dire c'est de la faute de tout le monde et c'est la faute de personne, mais c'est quand même bigrement la faute des Serbes. Parce que le premier chapitre de son livre qui dépeint la Serbie pendant les guerres balkaniques, la montée de l'esprit
nationalistes, pan-serbes, etc., est quand même extraordinairement sévère. Je pense aussi que l'attentat de Sarajevo n'a pas été le fruit du hasard, et le fait que l'archiduc François Ferdinand, qui en a été la victime, ait été aussi l'un des principaux opposants à la guerre dans l'Empire austro-hongrois, est un phénomène en soi très, très important. C'était un homme qui avait beaucoup de défauts, comme chacun sait, mais qui avait aussi beaucoup de prescience, et qui disait volontiers, et disait aux Russes d'ailleurs, s'il y a une guerre, ce sera la fin des Habsbourg et ce sera la fin des Romanov. C'était assez bien vu quand même. Et c'est lui qu'on assassine, et son assassin aujourd'hui a une très belle statue qui a été érigée à Belgrade sous les fenêtres de l'ambassade de France, que vous connaissez certainement. Vous ne pouvez pas aller à l'ambassade de France sans avoir à passer devant la statue de Gavrilo Princip. C'est quand même tout à fait intéressant. Donc il y a quelque chose là. Alors d'abord, je serais curieux d'avoir votre jugement là-dessus, sur ce point que j'emprunte à Christopher Clark en réalité, et sur les responsabilités. Parce qu'il y a d'autres idées aussi, je m'excuse, mais j'ajoute ça. Il y a la dimension russe. Il y a le fait que pendant cet ultimatum interminable qui donne aux Britanniques le temps de rassembler leurs forces, si j'ose dire, M. Poincaré, président de la République, est en voyage en Russie, qu'il est à Saint-Pétersbourg, qui ne s'appelle pas encore Pétrograd, au moment justement de la crise de Sarajevo, et qu'on l'accuse assez souvent dans les ouvrages historiques d'avoir encouragé les velléités belliqueuses des Russes. Donc voilà, je suis très intéressé d'avoir votre avis sur ces différentes accusations de responsabilité. Alors, nous sommes absolument d'accord sur les Serbes, bien sûr. Il faudrait de temps en temps qu'on aille dans les archives serbes, un peu plus. Et c'est pas ce que fait Christopher Clark, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Donc il reste du travail. Si vraiment on est intéressé par cela, et je pense en effet qu'on peut, vu le résultat de tout cela, on peut être intéressé. Je dois dire que le fait que tout le monde a un peu de responsabilité, moi, m'arrange parfaitement, parce que ma spécialité, c'est pas tellement ça, mais c'est d'essayer de comprendre comment ensuite les différents peuples, et les peuples dans toutes leurs composantes, c'est-à-dire pas seulement les combattants, mais tous ceux qui vont soutenir cette guerre, qui vont permettre que cette guerre soit possible. Ce qu'on voit, par exemple, dans le récent film de Beauvois sur les femmes en guerre. Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? Et comment on passe de l'étincelle Sarajevo et de la volonté absolument belliqueuse dans cette région, je crois qu'on peut la comprendre bien si on voit le début de la Première Guerre mondiale comme la Troisième Guerre balkanique. Je crois qu'il faut l'étudier comme cela. Et c'est vraiment la façon de le comprendre. Et à partir donc de ce nœud balkanique, qui est aussi la suite et presque la fin de l'Empire ottoman. Ce qui est quand même quelque chose qui, dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde, est fondamental. Et cet Empire ottoman, des 4 empires qui vont s'écrouler à la fin de la Première Guerre mondiale, ou qui vont s'écrouler dans la Première Guerre mondiale, parce que c'est en fait dans la guerre qu'ils s'écroulent. Ce n'est pas parce qu'ils perdent la guerre. Ils s'écroulent dans la guerre pour toutes sortes de raisons, et pas seulement la Russie. C'est vrai pour les 3 autres, mais il me semble que c'est quand même la désagrégation de l'Empire ottoman qui est le poids le plus important pour la recomposition du monde. Alors évidemment, la Russie bolchevique, on peut en discuter longtemps, et c'est bien sûr, on est en décembre 17, donc on est vraiment dans le centenaire de ce point si fondamental. Mais je crois vraiment que les Balkans et leur rayonnement à ce moment-là doivent être plus étudiés pour comprendre les origines de la guerre. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et je suis persuadée, et j'espère que nos collègues qui connaissent toutes ces langues, parce que c'est pas facile, mais il y a y compris des collègues serbes qui commencent à être de très très bons historiens et qui vont dans leurs archives. Là, il y a encore du travail à faire, du vrai travail d'historien, je crois. Mais sur,
l'idée qu'ils sont au cœur, et qui est l'idée de Clarke, bien sûr, qui n'est pas une idée originale, mais qu'il essaye de bien tracer dans son livre. Moi, je suis absolument d'accord. Mais cela n'empêche pas que, probablement, l'attentat, oui, François Ferdinand, en effet. Je suis pas sûre que tout cela a été si bien pensé par les militants. Mais ils avaient l'idée que il fallait continuer, que la Deuxième Guerre balkanique ne leur avait pas apporté ce qu'ils voulaient. Mais elle s'était limitée dans les 2 premières guerres balkaniques. Qu'ils aient eu l'idée de cette immensité et qu'ils puissent emporter l'aval des peuples sans enthousiasme, on le sait bien depuis longtemps, mais avec résolution, comme disait Marc Bloch. Et c'est cette résolution qui, je crois, n'est pas forcément encore compréhensible. Comment ces gens qui ne voulaient pas faire la guerre l'ont faite, et l'ont faite pendant 4 ans. Alors, précisément, vous étudiez d'une certaine manière la guerre totale. Non pas totale au sens international, mondial, mais en ce sens où elle a touché, eu des conséquences, bouleversé, changé quelquefois pour toujours beaucoup de choses de la vie sociale. Est-ce que vous avez l'impression que le champ de toutes ces transformation, de tous ces bouleversements, est maintenant à peu près délimitée, et où est-ce qu'au fond, on a eu, je ne dirais pas les plus grandes surprises, mais les plus grandes découvertes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance, enfin, vous avez d'abord parlé de l'importance des Serbes, qui pendant très longtemps n'a été considéré comme un détail. Au fond, il y avait des agités, parce que le Serbe est agité par nature, comme chacun sait. Donc, il tire un coup de feu, et puis il y a un archiduc au bout. Mais donc, on est revenu sur cette légèreté. Mais il y a aussi la question que vous avez soulevée tout à l'heure, qui est la question des troupes coloniales, et du rôle qu'elles ont joué, et du temps qu'on a mis à reconnaître qu'elles avaient joué un rôle, et de la manière dont elles-mêmes ont souhaité que ce rôle soit reconnu. Il y a la question que vous venez de soulever, qui est celle d'un peuple, de plusieurs peuples, faisant la guerre. Alors, vous avez rappelé le mot de Marc Bloch, et je pense que c'est important, c'est avec résolution, qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose que quand on dit que jamais la France n'a été aussi unis que le jour de la mobilisation. Vous nous direz ce que vous pensez de cette distinction. Et puis, bien entendu, il y a la transformation des rôles entre les hommes et les femmes, le fait que les femmes entrent dans des métiers qui non pas qui leur étaient fermés, mais auxquels elles n'avaient pas, personne n'avait l'idée, ni elles, ni les autres, qu'elles puissent avoir accès. Et puis, toutes les conséquences, évidemment, en termes de démographie de la suite de la guerre. Donc voilà, là, je viens de vous assommer d'une grande quantité de questions. Vous en choisissez une. Et puis nous saurons avec François revenir sur l'une ou l'autre. Je vais peut-être commencer par les troupes coloniales, parce que c'est très important dès le début de la guerre, sur la façon dont les adversaires, et en particulier les Français et les Allemands, vont entrer en guerre. Le début de la guerre, quand l'Allemagne, par une manœuvre hardie, rentre en Belgique, puis en France du Nord, se solde par une série d'atrocités contre les civils belges, puis contre les civils du nord de la France. Et cette série d'atrocités, immédiatement, et pour des raisons compréhensibles, va être une des raisons pour laquelle les Britanniques, qui rentraient en guerre parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'il fallait faire, mais n'avaient pas rencontré la volonté de leurs concitoyens. Mais à partir du moment où il y avait ces atrocités, on était sûr que la barbarie était du côté allemand. Et cela, c'est une chose vraiment extrêmement importante, et je le dis d'autant plus fermement qu'il y a à l'heure actuelle ce que j'appellerais un révisionnisme allemand, extrêmement récent,
qui date de cette année, et c'est peut-être pas étonnant que ça date de cette année, qui commence à, non pas nier les atrocités, parce que ça serait quand même très difficile, mais à dire que peut-être les Belges ont résisté, que les francs-tireurs n'étaient pas dans le cerveau des Allemands, mais qu'ils étaient réellement sur le terrain. Mais à l'époque, ce qui a été vu, c'est la réalité de ces atrocités, qui ont été évidemment, et Marc Bloch, une fois de plus, a été précurseur, puisqu'il a écrit sur les mythes et les rumeurs dans un article formidable de 1921. Donc à l'époque, il y a une amplification extraordinaire, mais il y a une réalité. Et les Allemands ont répondu tout de suite. Et dès un manifeste qui est un manifeste d'octobre 1914, ils disent « Où est la barbarie ?» La barbarie est dans les troupes coloniales. La barbarie est chez les Russes, parce que leur ennemi principal, c'est la Russie. Et on oublie cela, parce qu'on est côté français et on veut être l'ennemi principal. On veut les détester plus et on veut être l'ennemi principal. Mais non, c'est les Russes. Et donc, immédiatement est forgée cette idée que on se bat pour la civilisation, on se bat pour le droit. Et la culture allemande, la Kultur, est ce pourquoi les Allemands se battent. Et cela s'est forgé immédiatement, s'est forgé dès les premières semaines d'août jusqu'à octobre 14. Et c'est une chose qu'il faut vraiment pas sous-estimer. Vraiment pas sous-estimer, parce qu'on était parti avec résolution, mais on était parti pour une guerre qu'on n'allait pas faire, pour une guerre qui allait être extrêmement rapide, pour une guerre qui n'était pas une guerre industrielle. Et on est mort dans les premières semaines de façon épouvantable, épouvantable. Et à partir de là, on s'est, comment dire, enfoncé dans les tranchées, où il s'est finalement pas passé grand-chose d'un point de vue militaire, mais qui a été une complète refonte de la façon d'être en guerre. Et c'est là qu'il faut toutes les sociétés. C'est là qu'il faut toutes les sociétés. Parce que c'est plus seulement ceux qui sont mobilisés. C'est la mobilisation de tout le monde. Et c'est pour cela qu'on a tendance maintenant à parler de front militaire, de front domestique. Parce qu'on est vraiment les sociétés tout entières en train de travailler pour la guerre et quelquefois de travailler contre la guerre. Mais cela fait partie aussi de la mobilisation. François Bujon de l'Étang. Nous sommes encore pour quelques jours en 2017 et nous commémorons 1917 justement. On a assez peu commémoré finalement la révolution russe, largement parce que M. Poutine et le gouvernement russe actuel n'ont pas envie de commémorer la révolution d'octobre. On a plus parlé de celle de février que de celle d'octobre. Mais au moment où les Russes sortent, les Américains entrent. Et nous commémorons aussi l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, bien que militairement, les Américains n'aient commencé à vraiment combattre, comme chacun sait, qu'en 1918. Alors, les États-Unis sont un pays qui m'intéresse et où j'ai passé un grand nombre d'années. Je suis très frappé de la marque relativement faible qu'a laissée la Première Guerre mondiale dans l'esprit américain. Si vous parlez à de jeunes Américains aujourd'hui, ils n'ont qu'une image extraordinairement floue de la Première Guerre mondiale, quand bien même ils en ont conscience, ce qui n'est pas toujours le cas. Les derniers anciens combattants sont morts. On a eu une occasion de les célébrer, d'ailleurs, lorsque le président Chirac avait eu l'idée de donner la Légion d'honneur à tous les anciens combattants américains encore vivants qui avaient combattu sur le front français. Et j'ai eu moi-même, comme ambassadeur, le privilège, c'est très émouvant, de présider un grand nombre de cérémonies où nous avons remis à des centenaires des Légions d'honneur, mais tout ceci n'éveille pas beaucoup d'écho dans les profondeurs de l'Amérique. C'est une chose extraordinaire, je trouve. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Vous connaissez bien les États-Unis aussi, et je suis sûr que vous avez éprouvé ce sentiment. Les Américains ont eu relativement peu de morts dans la Première Guerre mondiale. On dit à peu près 60 000. J'entendais l'autre jour que la Nouvelle-Zélande en avait eu 18 000, par exemple. Ça donne quand même... La Nouvelle-Zélande
est bien loin d'avoir la population des États-Unis. 60 000, c'est peu, c'est beaucoup, bien sûr, c'est beaucoup trop, mais c'est numériquement peu comparé, par exemple, aux morts de la guerre de sécession, qui étaient 10 fois plus nombreux. Comment expliquez-vous que dans l'esprit des Américains, qui pourtant, Dieu sait, ont joué un rôle décisif dans la victoire finale, mais surtout dans le règlement de la paix, la Première Guerre mondiale ait laissé si peu d'empreintes? Mais vous avez donné la réponse. Peu de morts. Je crois fondamentalement, et on parlait de la Serbie tout à l'heure, vous savez que par rapport à la population serbe, c'est la Serbie qui a le plus souffert de la guerre. De très très loin. De très très loin. Pour les combattants et pour les civils morts en Serbie, qui ont un nombre énorme. Vous parliez de la Nouvelle-Zélande, on peut comparer les États-Unis à l'Australie beaucoup plus facilement, même nombre de morts. 65 000 des deux côtés, et l'Australie a à l'époque une population ridiculement petite. Oui. Pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande, deux pays où je suis allée longuement pendant le centenaire, la Première Guerre mondiale sont des événements nationaux extraordinaires. Pourquoi ? Parce que ils ont l'impression, d'une part, qui est une impression fausse, qu'ils sont nés sur les champs de bataille, et d'autre part, toutes les familles ont été touchées, bien sûr, vu le nombre de morts. Pour les États-Unis, au contraire, deux choses. D'une part, entrée tardive dans la guerre. D'autre part, très peu de morts. Et enfin, désintérêt par le fait que les prolongements, justement, eux, ils ne les ont pas joués, puisqu'ils ont refusé le traité de Versailles. Donc, dans l'avant, dans le pendant et dans l'après, trois raisons pour lesquelles c'est pas très important pour les États-Unis. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte, comme beaucoup de pays européens, que quand le général de Gaulle ou Churchill parlaient de guerre de 30 ans, eh bien, ils avaient raison, en partie, parce que la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, ouvre aussi sur d'autres choses. Mais il y avait des choses communes. Il y avait des choses communes, et donc les Américains qui s'intéressent aujourd'hui à la Grande Guerre, ils s'y intéressent plutôt à cause de la Seconde. Et la première est un peu brumeuse dans cet ensemble de 30 ans. Alors évidemment, ça c'est pour la masse des Américains. Ensuite, vous avez les intellectuels qui s'intéressent à la Grande Guerre, et qui s'y intéressent en particulier parce que c'est un moment de rencontre culturelle. Et il y a eu beaucoup de rencontres depuis 2 ans, aujourd'hui, entre les Européens et les Américains sur ces aspects-là. Et pour la France, c'est d'une importance énorme. Je vois une ville comme Brest, une ville comme Saint-Nazaire. Cela fait 1 an et ça continue, qu'ils commémorent en permanence l'arrivée des Américains, avec beaucoup de délégations américaines qui viennent. Et bien sûr, avec deux cultures, la culture du sport, qui est très, très, très marquée, et la culture du jazz, évidemment. Et là, 2 fois, Deux activités que François Bujon pratique, surtout l'une des deux. Oui, nous ne dirons pas laquelle, bien entendu. On a deviné. Et 2 fois, dans les activités sportives, pas uniquement, dans les activités jazziques, pratiquement uniquement, ce sont les Noirs américains qui arrivent. Et on revient à la question de la ségrégation dans l'armée américaine et de l'ouverture dans l'armée française, parce que ça peut paraître étonnant quelquefois aujourd'hui quand on pense au problème de la France avec son ancien empire colonial, mais pendant la Première Guerre mondiale, l'ouverture aux tirailleurs sénégalais en particulier était quelque chose qui a stupéfait les Américains, qu'ils fussent blancs ou noirs, et qui a fait que beaucoup d'intellectuels américains sont restés à Paris après la Première Guerre mondiale. Cela permet de voir une nouvelle fois que même si la guerre, d'un point de vue combat, est
largement oubliés aux États-Unis, vous avez tout à fait raison, malgré leur importance, bien sûr, en 1918. En revanche, l'importance culturelle et l'importance sociétale n'a pas été oubliée, je crois. Annette Becker, tout à l'heure, en parlant des tranchées, vous rappeliez que la guerre commence vite, qu'elle est extrêmement meurtrière, et puis que tout à coup, ça s'arrête, ou plutôt on est dans une espèce de phase de stagnation, on est dans les tranchées, et vous disiez tout le monde. Est-ce que c'est vraiment tout le monde ? Est-ce que, dans la population masculine, je parle, est-ce que la guerre de 14 a touché vraiment tout le monde, ou est-ce qu'il n'y a pas, à l'intérieur de la société française, des catégories de population, voire des classes sociales qui ont été en grande partie épargnées ? Alors, c'est ce que pensent les Bretons. Les Bretons pensent, ils disent même encore, alors que c'est totalement apocryphe, que je ne sais plus quel général aurait dit, il y aura toujours des paysans bretons. Alors, il est clair que les ruraux, et la France était encore majoritairement rurale à l'époque, il ne faut pas oublier cela, que les ruraux ont évidemment payé par catégorie socio-professionnelle, si on peut parler ainsi, le plus, bien sûr. Mais ne pas oublier aussi que les officiers, qui était la classe moyenne. Et je me rappelle Max Gallo, il y a quelques années, parlons longuement de cela à ce micro, de façon extrêmement juste. Les officiers, c'était avant tout les sous-officiers ou les instituteurs, toute la classe moyenne intellectuelle qui a payé le plus lourd tribut à cette guerre. Et puis enfin, il y a tout le problème des ouvriers, qui ont bien sûr été mobilisés normalement, mais qui ensuite, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre qualifiée, ont été rappelés à l'arrière, combattants dans leur poste de travail. Et donc, il y a eu une certaine friction, une certaine jalousie entre ceux qui continuaient à être au combat. Alors, je me suis exprimée un peu trop largement tout à l'heure quand j'ai dit que la position stationnaire des armées, c'est vrai que par jour, elle est moins meurtrière, mais il y a à l'intérieur d'énormes batailles qui sont bien sûr extrêmement meurtrières, parce qu'on essaye de sortir de la guerre de position. On n'y arrive pas jusqu'en 1918, mais quand on sort de façon extraordinaire. Les batailles de Verdun, les batailles de la Somme, les batailles d'Ypres qu'on appelle chez les Britanniques Passchendaele, qui est vraiment le Verdun des Britanniques, et puis toutes les batailles de l'Est, bien sûr, les batailles des Dardanelles, ça fait beaucoup de morts, et bien sûr, il y a, on ne peut pas dire qu'on meurt seulement au début et à la fin de la guerre, mais ce sont des pics extrêmement importants, parce que la guerre de mouvement fait plus de morts que la guerre de position, bien sûr. Est-ce que les analyses de l'histoire de l'armée, du fonctionnement militaire, ont avancé beaucoup à l'occasion de cette commémoration. Je pense par exemple aux questions qu'on peut se poser sur le maintien de Joffre pendant si longtemps, et avançons, et autres. Je pense à l'histoire de Nivelles, qui est une histoire tout à fait extravagante. Enfin, on a l'impression que c'est la naissance de la technocratie, d'une certaine manière, où il n'y a aucune espèce de prise en compte de la réalité. D'un autre côté, d'ailleurs, il y a j'ai découvert il y a quelque temps que le chef adjoint d'état-major de Joffre, qui n'avait pas d'ailleurs été chef d'état-major parce qu'il était trop engagé du côté de l'Église dans les combats de 1905, pendant les discussions de 1905, le général de Castelnau avait 4 fils, il y en a 3 qui sont morts au front. Ce qui fait un peu réfléchir, parce qu'on a l'impression, peut-être que j'ai tort, mais qu'aujourd'hui, ils seraient tous les 3 planqués quelque part. Et qu'il y a quelque chose quand même chez une partie de la bourgeoisie, et donc de l'aristocratie aussi de l'époque, puisque les aristocrates se marient beaucoup à des bourgeois, histoire d'avoir un blason un peu plus doré, qui ressemble quand même à un sens de responsabilité
qui a depuis été remplacé chez les bourgeois contemporains par quelque chose du genre tout pour ma gueule, et que le reste puisse crever. Bref, sur ces questions-là encore, je vous ai amené dans différentes directions, mais que peut-on dire de l'histoire militaire et de l'histoire interne de l'armée depuis que ces commémorations ont relancé la recherche? Honnêtement, en France, les historiens du militaire sont pas à la pointe de la recherche. Je m'excuse auprès de certains de mes collègues qui écoutent ça, ils vont pas être très contents. Mais c'est pas là-dessus qu'on est le plus fort. En revanche, il y a des historiens anglo-saxons. Il y a en particulier une collègue australienne qui a écrit sur Foch des choses très très intéressantes et nouvelles, mais plutôt dans les rapports. Ça vous intéresserait beaucoup dans les rapports diplomatiques. Comment finalement on arrive à accepter un commandement commun alors que ni les Anglais ni les Américains n'en veulent, et puis finalement mais chacun commande dans son coin en réalité alors qu'il y a un commandement commun. C'est assez intéressant. Mais en revanche, je dirais que les Français ont fait beaucoup de progrès en connaissant l'armée justement par le bas. Par qui la rejoint, qui est officier, et ce que vous disiez sur les embusqués, ça c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de choses, et c'est quelque chose qui m'horripile quand les gens font des anachronismes aujourd'hui et disent oui, les fils de la bourgeoisie, ils étaient planqués, ils étaient embusqués. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et bien sûr qu'il y avait des gens qui ont essayé de ne pas faire cette guerre, mais c'était tellement mal vu que même ceux qui auraient pu essayer trouvaient toujours quelqu'un pour leur dire « mais non, tu ne peux pas ». L'idée que on est responsable. Et il y a une chose qui s'appelle le patriotisme, qui est aujourd'hui totalement désuet, et qui est une valeur on laisse à l'extrême de l'extrême droite, qu'on croit laisser à l'extrême de l'extrême droite, et qui était une valeur qui partageait toutes les classes de la société et toutes les opinions politiques. Et on pouvait être un socialiste extrêmement engagé et être persuadé que se battre pour la France dans cette guerre, c'était extrêmement important, et que c'était important pour le pays, c'était important pour son groupe, et que on ne pouvait pas ne pas y être. Et c'est de cela qu'après avoir vu le bilan terrible, après en avoir vu l'horreur, on est passé au pacifisme militant. Quand Marc Bloch, décidément mon favori, dit instituteurs mes frères, parce qu'ils avaient fait cette guerre et qu'ils avaient appris entre les années 20 et 1939 à leurs élèves qu'il ne fallait plus jamais faire la guerre. Et en 1940, bien que les Français se soient extrêmement bien battus, ce qu'on a tendance à nier en général et ce qui est faux, l'idée générale était quand même que la guerre était une chose mauvaise et qu'il ne fallait plus la faire. Et cela, ce n'était pas le cas en 1914, mais ce n'était pas non plus le cas en 1918. Et c'est cela qui est le plus extraordinaire. François Bujon de l'Étang. Je reviens au front de l'Est, toujours dans mes commémorations de 17, parce que ce que vous venez de dire sur le devoir patriotique éprouvé en France était vrai aussi chez les Russes. On combattait pour Dieu, le tsar et la patrie, n'est-ce pas ? C'était le titre de l'hymne national à l'époque d'ailleurs. Et on a un peu tendance aujourd'hui à considérer que la Première Guerre mondiale en Russie, ça n'a été que le creuset d'où est sortie la Révolution d'octobre, ce qui est au demeurant exact, mais la dissolution de l'armée et du pouvoir, pour emprunter le titre du livre du général Dénikine, ça a pris 3 ans. Et pendant ces 3 années, la Russie a perdu énormément de monde, pour le coup, et on a infligé également à l'adversaire des pertes terribles, puisque pendant les offensives Broussilov contre les Austro-Hongrois, il y a eu également des pertes massives du côté austro-hongrois.
comment voyez-vous, si on oublie le dénouement, c'est-à-dire la révolution de février puis celle d'octobre, comment voyez-vous la façon dont les Russes ont combattu pendant ces premières années? Nous devons à Solzhenitsyn, août 14, et ce récit extraordinaire du désastre des lacs de Masuri. Mais il y a eu des hauts et des bas dans cette guerre russe. Elle est finalement assez peu connue. Comment la voyez-vous? Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Et je dirais qu'elle l'était assez peu connue. Ouais. Et elle était assez peu connue pour une raison très simple. C'est que pour les Soviétiques, leur histoire commençait en 1917. Et donc, ils ont totalement rayé la Première Guerre mondiale. Et les historiens, évidemment, locaux, ne se sont jamais intéressés à cette guerre, ou très peu. Et puis finalement, les spécialistes de la Russie à travers le monde, eh bien, ont fait un peu la même chose. Mais depuis une trentaine d'années, je dirais aujourd'hui, les choses ont largement changé. Mais par exemple, le très beau livre d'Alexandre Zoumf sur la Première Guerre mondiale russe s'appelle La guerre oubliée, évidemment. Oui. Parce que c'est un très très bon livre, c'est un livre tout à fait remarquable. Et ce que montre bien Alexandre Zoumf, c'est que cette armée russe, par rapport aux autres sur le terrain, à partir de 1914, elle avait pour elle le nombre, et dans le nombre, quelquefois, de la désorganisation, mais finalement, elle n'était pas en moins bon état de combattre que les autres. Et en effet, certaines des victoires ont été importantes. Certaines des retraites ont été menées de façon particulièrement ordonnée, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on ne peut pas dire que la désagrégation militaire et politique allait forcément de pair dès l'origine. C'est totalement faux. Je crois que personne aujourd'hui ne dirait cela. Enfin, c'est pas possible. Ce qui s'est passé en revanche en Russie, c'est que justement, la mobilisation sociale, la mobilisation du front intérieur, finalement, n'a pas été assez forte. Et où cette séparation entre l'armée et l'intérieur a fait que, à partir du moment où la politique a entraîné la fin de la guerre, l'armée s'est désagrégée, mais immédiatement. Les désertions massives. Pourquoi ? Parce que ils voulaient justement retourner à l'intérieur, voir ce qui se passait à l'intérieur. Parce que on n'avait pas ce bloc entre le front militaire et le front de l'intérieur. Ils ont voulu aller sur le front intérieur parce qu'ils ont voulu voir ce qui se passait chez eux. Alors, Annette Beckel, nous approchons de la fin de notre conversation. Une ou deux questions, en tout cas déjà, au moins celle-ci. Les commémorations ont été nombreuses, beaucoup de choses se sont développées. On a créé par exemple à Péronne, il y a déjà longtemps d'ailleurs, ce mémorial de la guerre de 14. On a même... Historiel, absolument. On a même organisé du tourisme mémoriel autour de la guerre, destiné beaucoup à des étrangers, notamment aux Canadiens. Si on va à Vimy, on est impressionné. Quel bilan, je ne parle pas du bilan comptable, du nombre de gens qui sont venus, mais quel jugement, quel regard, plutôt que jugement, portez-vous sur ces efforts de transmission de la mémoire et sur la manière dont ils sont reçus, et évidemment dont ils sont reçus par les plus jeunes générations, puisque c'est à elles qui sont en priorité destinées. Alors, on est en France, et c'est sur le territoire français, et un tout petit peu sur le territoire belge, qu'ont eu lieu les principaux efforts du front occidental. Et aujourd'hui, le front occidental est un grand lieu de ce qu'on appelle le dark tourism, c'est-à-dire venir voir les endroits où se sont passées des batailles, où sont morts tant d'hommes. Et on y retrouve les deux aspects. On y retrouve la guerre mondiale. Chacun des grands belligérants
a fait des commémorations et a ouvert en même temps des structures muséales pérennes. Vous venez de parler du Canada, il y a l'Australie qui, à Villers-Bretonneux, est en train de finir. Il sera inauguré dans quelques mois un énorme centre historique, et chacune des nations, l'Afrique du Sud. Donc on retrouve cela. Et puis, on est en France, et ce que ont beaucoup fait les autorités, c'est d'aller commémorer justement en bilatéral. Par exemple, François Hollande allant à Vigny avec Justin Trudeau, c'était une cérémonie très, très intéressante. Et puis, il y a le franco-français. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le franco-français, c'est la grande collecte. Toutes les archives de France ont demandé à la population d'apporter, pour les faire numériser, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme texte, documents, mais aussi comme objet. Et des profondeurs de la France sont venus des dizaines de milliers de documents. Ce qui montrait bien, ce qu'on dit depuis le début, que cette guerre a non seulement irrigué toute la société à l'époque, mais qu'elle continue à le faire. J'ai vu des gens venir à moi n'ayant jamais eu aucun intérêt pour cette guerre, disant tout d'un coup, mais mon arrière-grand-père a laissé ça. Et découvrant ce temps de la guerre. Et je trouve que le mélange de ces commémorations, que j'appellerais mondiales, et de ces commémorations sur le sol français, et de ces commémorations que j'appellerais totales, dans le sens où tout le monde est là, c'est ce qui m'a paru très, très fort. Et je pense que 1918 et 2018 vont encore multiplier cela, avec en plus quelque chose qui est intéressant, c'est le franco-allemand. Le franco-allemand qui a commencé bien sûr très fortement dans la main de François Mitterrand et de Helmut Kohl il y a 25 ans maintenant, et qui a continué. Et j'ai trouvé très, très intéressant l'embrassade à Douaumont de Madame Merkel et de François Hollande. Parce que Douaumont, c'est un haut lieu français. On a toujours cru qu'il n'y avait que des os français dans le Suaire. On n'avait pas, on pouvait reconnaître un os français d'un os allemand. Ça montre la haine qu'il y avait. Et désormais, on sait qu'ils sont côte à côte. Si on veut se souvenir de l'importance de Douaumont, il faut revoir La Grande Illusion, et bien le moment sûr. où les Anglais et les Français montent ce cabaret interrompu par Douaumont est tombé. Et on chante la Marseillaise. Et on chante la Marseillaise, et les travestis anglais en enlevant leurs perruques. Et je pense que c'est un des moments qu'il est très difficile de revoir, même quand on l'a vu des tas de fois, sans avoir une sorte de pincement. Un pincement. D'autant plus qu'il est repris dans Casablanca. Qu'il est repris dans Casablanca. Et c'est de nouveau la guerre de 30 ans. Et juste sur cette imprégnation, en fait, ce que vous dites là, tous ces gens qui se disaient, moi, la guerre de 14, oui, bon, d'accord, ça a eu lieu, puis qui tout d'un coup viennent voir les historiens en les disant, mais j'ai ceci à vous donner, mais j'ai cela, ça montre, me semble-t-il, une imprégnation très profonde qui, quelquefois, remonte à la surface. Et enfin, je me demande si la permanence de la présence de la guerre de 14 dans le cinéma français n'est pas l'une des traces de cette imprégnation. Par exemple, vous avez parlé de Au revoir là-haut, ou des Gardiennes. Vous avez plutôt parlé des Gardiennes, le film de Xavier Beauvois, qui est donc sur le rôle des femmes, sur la place des femmes dans cette guerre, mais Au revoir là-haut, mais La Chambre des officiers il y a pas très longtemps, mais Capitaine Conan dont on a parlé, La vie et rien d'autre, qui est des plus beaux films, je crois, sur les guerres de 14. Et précédemment, il y en a, j'en oublie des quantités, Les Sentiers de la gloire, La Grande Illusion, Les Croix de bois de Raymond Bernard, ou À l'Ouest il n'y a rien de nouveau, et Le Feu, qui sont pas des films français, mais il me semble qu'il y a en effet cette présence, cette espèce d'imprégnation par l'histoire de la guerre de 14. Elle est aussi vraie dans les livres et les romans, puisque on a vu publier beaucoup de romans sur la guerre, dont certains, comme celui de Jean Rouault, être couronné du prix Goncourt. Au fond, et le maître aussi, d'ailleurs. Et le maître aussi, absolument. Est-ce que vous avez, là, comme ça, spontanément, et pour terminer cette émission et cette année en même temps, est-ce que vous avez
une recommandation de livre, une recommandation de film à faire à nos auditeurs et à nous-mêmes. Alors, une recommandation de film, absolument La vie et rien d'autre, de Tavernier, dont vous venez de parler. Je pense que c'est le film qui a le mieux senti ce que j'appellerais plus une catastrophe, mais une tragédie. C'est-à-dire que on sait qu'on va inéluctablement vers une fin avec ces millions de morts. N'oublions pas les millions de blessés qui restent dans la société. Et ça me paraît tellement bien vu par Tavernier. Et en même temps, à l'intérieur de cela, l'absurdité, comme ces soldats coloniaux qui cherchent un soldat inconnu et qui doivent surtout pas le trouver noir ou jaune parce que la France est blanche. Donc, Tavernier a compris cela. Et en même temps, le sens de l'honneur, le sens du dévouement pour le bien public, de cette jeune institutrice qui a travaillé dans cette guerre parce qu'il fallait le faire. Elle n'avait pas le choix, mais elle est heureuse de l'avoir fait. Et c'est cela une tragédie. Et je crois que Tavernier l'a vu au mieux. Et comme livre, moi je préfère Jean Rouault, je préfère Les Chants d'honneur. Je trouve que c'est un très grand livre. Mais j'aime beaucoup aussi 14 de Etchenoz, parce qu'il arrive en 120 pages à nous raconter cette guerre, et il a même le luxe de faire des anachronismes. Et rien que de chercher ces anachronismes et dans la qualité extraordinaire de son récit, c'est tout un jeu de pistes, je dirais, très subtil que j'aime beaucoup. Annette Becker, merci. Nous aurons donc avec vous terminé cette année, ce qui nous conduit à souhaiter une bonne année à nos auditeurs et à leur donner rendez-vous l'année prochaine et la semaine prochaine pour la poursuite de notre nouvel esprit public. C'était donc le nouvel esprit public de Philippe Meyer, avec aujourd'hui Annette Becker et François Bujon de l'Étang. Cette émission est produite par Nouvelles Écoutes, et c'est Julien Neuville qui s'en est chargé, et elle est aujourd'hui mise en onde par Maxime Olivier.